je suis particulièrement heureux d'être ici, dans cet événement qui mêle science et fiction, parce que ça me tient particulièrement à cœur, cette idée de devoir traduire ce qu'on essaie de comprendre sur l'univers dans un récit. Parce que pour moi, le récit compte, C-O-N-T-E. Au moment où je vous parle, présentement maintenant, au moment où les gens arrivent, là, il y a des hommes et des femmes qui sont aux commandes d'une machine à remonter le temps. Ils sont aux commandes d'une machine à remonter le temps, et bien souvent, quand on essaye de voyager dans le temps, ça peut modifier le présent. Alors, je comprends bien que quand je vous dis ça, là, maintenant, vous devez vous dire que c'est de la science-fiction. Mais pas du tout. Ce que je vais vous raconter, c'est une histoire vraie, c'est la réalité. Et l'un des pionniers qui s'est rendu compte de cela, c'est l'écrivain Edgar Allan Poe. Et en 1845, il s'est posé la question suivante. Si la princesse Scheherazade des contes des Mille et Une Nuits vivait à son époque, à l'époque contemporaine d'Edgar Poe, quel serait le 1002e conte qu'elle raconterait au roi de Perse pour le convaincre de la laisser passer une nuit de plus et vivre? Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, l'idée c'est que ce roi, étant déçu d'un précédent mariage, il faisait tuer toutes les princesses, toutes les jeunes femmes avec qui il passait la nuit, lui après lui, et elle, grâce aux histoires qu'elle racontait, grâce à l'intérêt qu'elle arrivait à susciter chez le roi, en lui racontant des histoires folles, il avait envie de connaître la suite. Dans l'histoire qu'imagine Edgar Poe, Scheherazade dit au roi la chose suivante. Vous savez, il y a des choses qui sont encore plus extraordinaires que l'idée de frotter une lampe magique et qu'il y ait un génie qui en sorte. Des choses plus extraordinaires que de voler sur un tapis volant. Des choses plus extraordinaires que de dire « Sésame, ouvre-toi » et qu'une grotte ouvre sa porte. Plus extraordinaires que les djinns qui sont capables d'engloutir des individus ou de faire des choses totalement magiques. C'est le fait que tous les êtres les plus ordinaires, que ce soit des hommes, des femmes, des chiens ou des chats, ont la capacité de voir des millions d'années dans le passé. Lorsque le roi de Perse entend cela, il dit « ça c'est déraisonnable ». Et elle ne passa pas le jour suivant, et elle trépassa. C'était trop. Lui qui avait gobé toutes les histoires de Scheherazade, qui avait accepté toutes les histoires les plus folles, lorsqu'on lui a dit quelque chose qui tient de la réalité la plus vraie. Le fait que chacun d'entre nous, lorsqu'on tourne les yeux vers le ciel, on peut voir des millions d'années dans le passé, ça c'était trop dingue pour lui. Il se trouve que Edgar Poe a écrit cette histoire dans une ville qui s'appelle Baltimore, qui est sur la côte est des États-Unis. Cette ville n'est pas très connue pour le tourisme, elle est plus connue comme un marché ouvert pour la drogue, pour les paradis artificiels. D'ailleurs, c'est là que se joue le film sur écoute en français, The Wire en anglais, qui a fait un succès sur HBO. Mais c'est aussi la ville où des hommes et des femmes sont aujourd'hui aux commandes d'une machine à remonter le temps. Et cette machine à remonter le temps, c'est le télescope spatial James Webb qui se situe à 1,5 million de kilomètres de la Terre et qui, au moment où je vous parle, est en train de voir le passé de l'univers pour essayer de remonter le récit de nos origines, le récit de notre histoire. Alors, comment Edgar Poe a-t-il pu imaginer ce qu'il a dit dans un livre qu'il a écrit 3 ans plus tard, qui s'appelle Eureka, un poème en prose, dans lequel il dit que l'univers doit avoir une histoire, qu'il a dû avoir eu un commencement, parce que sinon on ne pourrait pas comprendre qu'il fait nuit la nuit. Par un raisonnement tout simplement logique. Vous voyez ici, c'est le bois qui est près de chez moi, et vous avez des arbres, et puis vous voyez derrière les arbres, vous voyez un peu de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez instinctivement qu'en regardant cette image, ce bois a une taille limitée, qu'il y a une limite, un horizon, une limite à ce bois. Parce que sinon, même si les arbres sont distribués de manière totalement aléatoire dans le bois, s'il était infini, s'il n'avait pas de limite, vous ne verriez pas le jour derrière. D'accord? De la même manière, si vous regardez la voûte céleste, vous voyez des étoiles. Et s'il fait nuit la nuit, c'est parce qu'il existe des directions du ciel dans lesquelles, lorsque vous regardez, il n'y a rien. Et même avec nos plus puissants télescopes aujourd'hui, on confirme le fait qu'on le voit ici à l'œil nu, mais qu'on voit aussi avec nos télescopes, qu'il y ait des directions dans le ciel où quand vous pointez votre télescope, il n'y a rien. Ça veut dire que l'univers n'est pas éternel et infini. S'il était éternel et infini, la lumière des sources les plus lointaines, les étoiles les plus lointaines, auraient eu le temps
de nous arriver. Et puis, aléatoirement, distribuées un peu partout, vous auriez des étoiles, comme si les arbres étaient à l'infini distribués là, et vous ne verriez pas la nuit. Et donc, vous auriez un ciel recouvert d'étoiles qui brilleraient, qui empêcheraient d'ailleurs nos cultures, il ferait très chaud, vous auriez l'équivalent de la surface du Soleil un peu partout, à tous les endroits du ciel. Et le fait que ce ne soit pas le cas, c'est la preuve que l'univers a un commencement. Cette idée que la nuit est noire prouve qu'il y a une limite à ce qu'on peut connaître de l'univers. Cette limite ne veut pas nécessairement dire que l'univers n'est pas infini, mais ça veut dire qu'il y a une limite, au moins dans le temps, qui fait que la lumière n'a pas eu le temps de vous arriver au-delà d'une certaine limite. Et c'est ça que comprend Edgar Poe par la simple fiction, et il faudra des décennies et des décennies d'études scientifiques pour comprendre qu'il avait raison. C'est pour ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, dans le cadre du thème des utopiales, des limites de l'univers, et de ce que j'ai appelé les 10 001 nuits de l'univers, qui est le titre de mon dernier livre, mais qui correspond à quoi? Au fait qu'entre la première planète qu'on a découverte en 1995 autour d'une autre étoile, la première image la plus profonde qui a été réalisée du ciel en 1995 et aujourd'hui, il s'est écoulé à peu près 10 000 nuits. 10 000, pour les Chinois, c'est le nombre qui symbolise l'infini. Et 10 001, ça veut dire qu'on va essayer de voir au-delà de l'infini. On va essayer de dépasser les limites de l'infini. Les 10 001 nuits de l'univers, c'est aussi 10 001 nuits pendant lesquelles, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, la science a vécu un bouleversement comme on n'a jamais vécu dans le passé. C'est-à-dire que pendant ces 25 ans environ, on a fait des découvertes qui se sont succédées à un rythme inégalé. On a vu la forme des trous noirs, on a reçu des ondes gravitationnelles, on a vu des choses complètement dingues qui auraient fait que le roi de Perse aurait trucidé la princesse Scheherazade avant même qu'elle finisse sa phrase. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui est plus dingue que ce que vous pouvez trouver dans tous les livres de science-fiction, et pourtant c'est la réalité. Alors, comment en est-on arrivé à décrire le monde? Et en fait, depuis le début de l'histoire de l'humanité, on a tenté de décrire les limites de l'univers. On avait un univers qui était limité à notre capacité de connaître, ce que les Grecs appelaient l'oikoumèné, c'est-à-dire la partie accessible du monde, la partie habitée, la partie habitable. Et donc, pour les premiers hommes, ce monde était réduit à quelques dizaines de kilomètres autour du village, qui parfois avait un totem ou un arbre maître, qui était le lieu où on allait se recentrer, qui était l'axe du monde, l'axis mundi, l'axe autour duquel tout tourne. Dans l'Antiquité, on a réalisé qu'il y avait des étoiles qui bougeaient autour de nous, des étoiles errantes, planétos en grec, ce qui signifie qu'il y a un mouvement autour de nous, et on a compris, on a pensé que parmi ces étoiles étaient le Soleil, Mars, Mercure, etc. Et donc on était, nous, la Terre, au centre d'un monde autour duquel tout tourne, ces étoiles, et puis toute la voûte céleste tourne autour de nous. C'était le monde géocentrique de l'Antiquité. En 1543, Copernic réalise une chose étrange, et en général on ne le présente pas comme ça dans les livres d'histoire. Il s'aperçoit d'une étrange coïncidence. Il s'aperçoit que ces planétos, ces planètes qui bougent sur le ciel, on ne peut pas les décrire par un simple cercle. Les Grecs ne les décrivaient pas par un simple cercle, ils les associaient à un autre cercle, et qu'on appelle un épicycle. Et souvent, dans les livres, on dit « Ah, bah, ce cercle avait été artificiellement ajouté pour traduire le fait qu'en fait, on n'est pas au centre du monde. » En réalité, qu'est-ce que c'est que ce cercle? Eh bien, ce cercle, c'est le fait que nous tournons autour du Soleil, et de par notre mouvement, on croit que les étoiles tournent dans un petit cercle. Mais c'est simplement nous qui bougeons. Et Copernic a remarqué deux choses. Si vous vous asseyez sur une chaise roulante et que vous tournez sur vous-même, et que vous vous dites que votre bureau tourne autour de vous, sachez que vous vous trompez. Et puis, si vous commencez à regarder comme ça les étoiles et que vous voulez tourner dans des petits cercles, sachez que vous vous trompez. Voilà, il a juste dit ça. C'est pas con, c'est juste logique. C'est un peu comme ce que disait Edgar Poe. Par un simple raisonnement logique, il a compris ce qui était inévitable, c'est-à-dire qu'on bouge, on tourne autour du Soleil. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a réalisé que les autres étoiles qui n'étaient pas les planétos, on ne les voyait pas faire de petits cercles. Ça veut dire qu'elles sont tellement loin que même quand on tourne autour du Soleil, on les voit toujours au même endroit. Il a provoqué un gonflement de l'univers, et ça a été le début d'un Big Bang intellectuel, c'est-à-dire que notre monde, oikoumèné, a gonflé. Et depuis, il n'a cessé de gonfler à mesure que notre intelligence était capable d'appréhender un monde de plus en plus grand. On a vécu un Big Bang intellectuel. Dans cette histoire de la cosmographie, de la cartographie de l'univers, est arrivée ensuite une autre époque qui va montrer quelque chose d'assez étrange. C'est que contrairement à ce qu'on apprend
On a appris que Copernic nous avait délogés du centre du monde. En réalité, nous n'avons quasiment jamais quitté notre place au centre du monde. Et encore aujourd'hui, nous sommes au centre du monde dans la vision scientifique. Et je vais essayer de vous expliquer ça en deux mots. Ce qui s'est passé en 1785, c'est, imaginez que vous êtes dans votre voiture, il y a de la brume, vous ne pouvez plus avancer parce que c'est trop dangereux, vous ne savez pas s'il y a un arbre devant ou autre. Vous sortez, vous avez votre lampe de poche. Et vous éclairez autour de vous, et vous voyez à 2,50 m par là, par là, par là, par là, partout 2,50 m. Donc, vous pourriez imaginer que vous êtes au centre du monde, c'est-à-dire d'une sphère qui a un rayon de 2,50 m parce que vous ne pouvez pas voir au-delà. Alors ça paraît évident quand on est en voiture, parce qu'on sait que le monde est plus grand que 2,50 m. Mais si maintenant vous regardez dans la galaxie, ben, vous êtes dans une brume. Et quand vous regardez autour de vous, vous ne voyez pas au-delà d'une certaine limite. Et donc, vous avez l'impression que vous êtes au centre du monde. C'est ce qui est arrivé à William Herschel en 1785. Il a dit, on est au centre d'un monde qu'on appelle la galaxie. Et cette brume, c'est pas vraiment de la brume, c'est des grains de poussière interstellaires qui vont absorber la lumière des étoiles les plus lointaines. Et donc, à nouveau, on était au centre de l'univers. Alors on peut dire qu'on était dans un héliocentrisme galactique, c'est-à-dire que notre système solaire était au centre du monde. Arrive Arlo Shapley, qui va comprendre qu'en fait, il y a ce phénomène d'absorption qui se passe, et qui va comprendre qu'en réalité, on est décalé par rapport au centre du monde. Et puis, un grand débat arrive à ce moment-là, on se demande, est-ce que ces étoiles qu'on voit autour de nous, c'est la totalité de l'univers, ou est-ce qu'il existe d'autres univers? Est-ce qu'il y a un multivers, en quelque sorte, pour l'époque? Et Arlo Shapley dit, bah pour moi, non, on n'est pas au centre du monde, mais il n'y a qu'une seule galaxie. Alors, autant vous dire que lorsque Shapley a dit qu'il n'y avait pas d'autres galaxies, lorsque Shapley dit qu'il n'y a pas d'autres galaxies, il ne pas à tout le monde. En particulier à Herbert Curtis, et ça crée un grand débat, dans lequel on se demande s'il y a un seul univers ou plusieurs univers. Et à la fin de ce débat, en 1926, Edwin Hubble découvre qu'il y a d'autres nébuleuses, d'autres galaxies en dehors de la nôtre, et il clôt le débat. Shapley pas à Shapley, mais c'est comme ça. J'adore. Je vais répéter souvent les mêmes jusqu'à ce que... Et donc, à partir de là, on a compris qu'il existait des univers qui flottaient dans l'espace, qu'on appelle des univers libres, des galaxies. Alors, je vous embobine là avec des trucs que vous savez, comme ça après je vous glisserai un truc, mais vous ne le verrez pas venir. Donc je vous préviens, c'est comme ça que font tous les magiciens, d'accord? Je vous dis des trucs simples, etc., et on vous dit ça, jusque-là ça va, puis à un moment donné vous baissez les yeux, qu'est-ce qu'il a dit là? Trop tard. Donc voilà, là on est en 1918, c'est bon. C'est la fin de la Première Guerre mondiale, c'est pour ça qu'il écrit fin de PGM, ça veut dire Première Guerre mondiale. Voilà, donc c'est pour se repérer. Ensuite, en 1929, Hubble, 3 ans après avoir découvert qu'il y avait d'autres univers libres, se rend compte d'un autre truc. C'est qu'ils s'en vont tous par rapport à nous, comme si on avait enlevé nos chaussures. Et donc, tout à coup, tout le monde se tire, et d'autant plus vite qu'on est loin. Et alors là, on se retrouve au centre de fuite de l'univers. Et donc, on est de nouveau au centre d'un monde qui fuit par rapport à nous, qu'on pourrait appeler le dynamocentrisme. Alors là, j'entends les pensées de certains d'entre vous qui disent, en réalité, on n'est pas au centre du monde dans la vision là de Hubble. N'importe quel point est au centre de fuite, il n'y a pas de centre du monde. Oui, d'accord, mais on n'est pas le centre du monde, mais on est au centre du monde qu'on peut voir. C'est-à-dire que si vous regardez le monde autour de vous, bah, tout s'en va par rapport à vous. Et en fait, si vous vouliez démontrer que vous n'êtes pas au centre du monde, c'est-à-dire que, imaginez qu'il y a vraiment un monde dans lequel il y a un centre, et que ce centre, ce soit Nantes, et que tout le monde fuit à cause de Nantes parce qu'il pleut. Bon. Imaginez, on est science-fiction, utopia, d'accord? Truc simple. Eh bien, vous ne pouvez pas prouver que j'ai tort. Si je vous disais ça, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas sortir de là où on est. Donc, nous, on dit, bah non, en fait, quelqu'un d'autre qui serait sur une planète ailleurs dans l'univers, il verrait la même chose que nous, et ça ferait que, en fait, bah, c'est tout l'univers qui s'étend, et ça fait cet effet-là. Oui, c'est le plus probable. Mais si c'était pas vrai, si vraiment le monde avait un centre et que c'était nous, ça serait vraiment possible. Et on ne peut pas démontrer le contraire. Alors après, il y aurait des implications, c'est-à-dire que ça change les choses. Par exemple, si je vous disais que c'est pas nous qui tournons autour du Soleil, mais c'est le Soleil qui tourne de nous et que c'est qu'une question de point de vue, bon, certains disent ça. Bah là, vous n'avez plus la loi de la gravitation, parce que le Soleil est plus lourd que nous, donc il n'y a pas de raison que ce Soleil qui tourne autour de nous. Donc vous paumez la loi de la gravitation, du coup vous ne pouvez plus expliquer pourquoi vous êtes assis dans cette pièce, parce que vous ne savez plus pourquoi vous êtes là, et vous avez tout un tas de problèmes que vous ne pouvez plus gérer, vous ne pouvez plus payer aux impôts et compagnie. Donc en fait, à un moment donné, ça a des implications l'astrophysique. C'est pour ça qu'il faut écouter l'astrophysicien, ça a des implications. Donc le récit compte.
Alors, ensuite, en 1965, il y a Penzias et Wilson qui travaillent pour une société privée, la société Bell. Je vais continuer un petit peu à vous embobiner. Et donc, la société Bell, qu'est-ce que c'est? C'est une société de télécommunications, des satellites, pour communiquer les uns avec les autres, et ça passe par des relais sur Terre. Et donc, eux, ils bossent sur une grande antenne, et puis là, ils découvrent un bruit de fond. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un bruit dans leur détecteur. Et n'importe qui voit ça, je pense que c'est important de réaliser ça, se dirait, bon, il y a un petit bruit dans mon détecteur, je vais considérer que c'est le niveau 0, et si je détecte quelque chose d'autre au-dessus de ça, ça sera ça mon signal. Par exemple, si vous voulez peser du riz, vous le mettez dans un bol, vous mettez votre bol sur la balance, ici, et vous tarez votre balance de sorte à ce que ça fasse 0 avec le bol, et après vous mettez le riz. Donc là, on pourrait tarer le truc. Bon. Et eux, ils n'ont pas voulu. Donc ils ont démonté toute l'antenne qui est là, et là, ils ont découvert un diélectrique blanc, qui était situé au niveau du détecteur de cette antenne. Nous, on appelle ça une crotte de pigeon. Donc c'était une crotte de pigeon blanche, mais c'est un diélectrique aussi. Mais des pigeons qui ne savent pas. C'est pas un pigeon spécialement brillant d'électro... Mais c'est... Enfin, l'effet est le même, de toute façon, qu'ils le sachent ou pas, donc c'est pas... Le sujet, de toute façon, c'est pas la conscience, c'est la physique. Et d'un point de vue physique, donc vous raclez la crotte de pigeon et vous remontez votre truc. D'un point de vue philosophique, on peut en parler pendant des heures. Et donc, à ce moment-là, ils remettent leur truc, ils ont le même bruit. Bon, donc c'est le Big Bang. Donc voilà, donc c'était pas une crotte de pigeon, en fait, c'était l'histoire que l'univers a une expansion, qu'il a commencé à 13,8 milliards d'années, toute l'histoire que vous avez, etc. Alors pour ceux qui disent que c'est de la merde, non, ça a été prouvé. Alors maintenant, on est dans une situation où on est au centre d'un horizon. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc d'où vient ce bruit de fond, il est à la même distance dans toutes les directions que vous regardez, il a la même température, etc. C'est le fait qu'il y a eu un Big Bang où l'univers était très chaud, c'était un gros plasma, etc. Bon, c'est ça qu'on reçoit. Bon. Donc on est encore au centre du monde, au centre d'un horizon virtuel, on n'a pas bougé. Et donc on veut savoir ce qu'il y a au-delà. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si l'univers est infini ou pas. Et donc, on suppose que l'univers est à peu près pareil de l'autre côté de l'horizon, de la même manière qu'on suppose qu'il est à peu près pareil si on était à un autre point de l'univers. Et après est arrivé, alors à l'époque de la perestroïka, mais donc une théorie qui a été énoncée par un physicien russe qui s'appelle Andrei Linde, selon laquelle, pour expliquer le fait que l'univers soit si homogène au tout début de l'histoire, et qu'il y a eu ce qu'on appelle une inflation au tout début, pour expliquer que ce soit si homogène, il faut invoquer l'idée qu'il y a plein d'univers. Et donc on se retrouve avec cette idée du grand débat de notre foi, Chapelet ou Chapelet pas, vous appelez, c'est ça. Et donc Linde dit, il y a peut-être d'autres trucs comme les galaxies, on appelle ça le multivers, univers, multivers. Et alors ça, c'est encore moins prouvable. Enfin, il y a quelques temps, j'ai un collègue qui a vu un signal par un satellite qui s'appelle Planck, qui s'est dit, oula, ça c'est une collision d'univers qui fait une interaction qu'on ne verrait pas autrement, juste à une certaine fréquence. D'autres lui ont dit, tu dois avoir une crotte de pigeon dans ton truc. Donc, voilà. Alors, si on regarde maintenant l'échelle de temps ici, puis la taille de l'univers avec ses différentes représentations, on voit qu'il a gonflé à mesure qu'on gonflait, que notre ego gonflait, que notre oïkoum est dégonflé, que notre capacité de comprendre l'univers gonflait. Voilà. Donc cet univers s'est gonflé, on est au centre d'un monde, et on peut maintenant considérer que nous flottons au centre d'un univers, un horizon virtuel, et l'abbé Georges Lemaître, qui est celui qui a inventé l'idée qu'il y avait un Big Bang, qui a eu une origine, qui a vraiment démontré ça d'un point de vue théorique, a repris la phrase de Descartes, « Mundus est fabula », le monde est une fable, le monde est un récit, l'univers est une histoire, et il a rajouté que chaque génération s'efforce d'améliorer. Aujourd'hui, croyez-moi, il naît à chaque seconde 9474 étoiles dans l'univers observable, dans l'oïkouméné. Ça veut dire qu'entre le début et la fin de cette phrase, il est né 100 000 systèmes solaires, des étoiles avec leurs planètes qui tournent autour, et peut-être des petits gens qui vont monter dedans. Ça veut dire que depuis que j'ai dit cette phrase tout à l'heure, il est né 200 000, 300 000 étoiles avec leurs planètes, etc., dans l'univers observable. Et maintenant, on est en train d'essayer de remonter l'histoire, de créer le récit de l'univers pour se situer dans cette histoire. Et dans la ville de Baltimore, où a écrit Edgar Poe, où il a imaginé ces histoires, un autre homme a voulu modifier le présent en regardant le passé. Comme dans les livres de science-fiction, vous savez, quand vous allez dans le passé,
À chaque fois, ça modifie un peu le présent. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut explorer le passé pour changer le présent. Et donc, Bob Williams, directeur du Space Telescope Science Institute, le centre de commande à l'époque du télescope spatial Hubble, veut complètement changer notre vision de l'univers, veut complètement changer notre récit du monde. Pour ça, il fait appel aux 7 plus grands conteurs de l'époque, une femme et 6 hommes, qui sont des scientifiques capables de raconter l'histoire de l'univers, capables de changer le récit de l'histoire de l'univers, capables de poser les bonnes questions, capables de vous dire, voilà, si on fait cette observation avec cet instrument-là, ça va tout changer. Problème, c'est qu'il y avait 7 personnes qui sont arrivées avec 7 idées géniales, et c'était toutes des idées différentes. Et donc ça n'a pas convergé du tout. Et donc Bob Williams était bien embêté, et il a dit, bah, moi j'espérais bien qu'ils disent un truc, mais en fait c'est pas arrivé. Et puis dans le couloir du télescope, là il y avait un collègue, Mark Dickinson, super sympa, qui était tout jeune à l'époque, et qui croise Bob Williams et qui dit, bah moi, il a entendu dire le coup des 7 salles, là, des 7 mercenaires. Il dit, moi vous me donnez accès au télescope, moi ce que je fais c'est que je fais une image, je prends un trou, il n'y a rien, et je laisse le télescope dessus jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte. 1. Et 2, quand quelque chose va sortir, je vais le faire en couleur. Parce qu'avec les couleurs, je vais avoir une vision tridimensionnelle, je vais savoir où sont les objets. Or, plus un objet est loin dans l'espace, plus loin dans le temps. Donc je vais transformer votre image en un film. Et ce film, ça va être le film de notre histoire, depuis les confins de l'univers jusqu'à aujourd'hui, qui raconte l'origine des galaxies. L'autre lui dit, attends, c'est trop génial, je prends. Il dit aux 7 mercenaires, vous êtes trop géniaux, laissez-moi réfléchir. Bye bye. Et puis il prend ce qui est sorti de la machine à café. L'observation est programmée par les aléas complets de la programmation scientifique le jour de Noël, le 25 décembre 1995. C'est l'image la plus profonde de l'univers, c'est un cadeau fantastique pour tous les scientifiques. Et le 25 décembre 2021, par une autre coïncidence qui n'a rien à voir, le jour de Noël, on lance le télescope spatial James Webb, qui est le successeur de Hubble. Et entre les deux, Jean-François Clairvoy, l'astronome, m'a dit qu'en 1999, à un moment donné où le Hubble avait des problèmes, qu'il a fallu monter, le réparer dans le ciel, il était aux commandes du bras télescopique qui avait le télescope, et une fois que la réparation a été finie, il l'a relâché. C'était le 25 décembre 1999, le jour de Noël. À chaque fois des coïncidences, donc vraiment sympatoche. Et donc entre les deux, donc il s'est écoulé 10 000 et une nuits, c'est le titre du bouquin, et l'image que je viens de vous montrer du James Webb a été racontée par Mr. Joe Biden. Et alors là, c'est extrêmement intéressant parce que vous voyez rarement un président américain vous dire, par exemple, on a découvert l'arrêt du monoxyde de carbone dans la direction de la nébuleuse machin, ça doit être la transition 3 donne 2. Avec ça, on peut calculer l'espérance de vie de la galaxie et le taux de formation d'étoiles doit être de temps et 7. Bon, non, il ne dit pas ça. Il dit, nous, les Américains, nous venons de démontrer que notre culture peut changer le monde. Et que grâce à la culture la plus juste qui est la nôtre, par hasard, nous venons de faire l'image qu'il n'y en a pas un autre qui a fait mieux que nous, les Américains, et que nous, c'est mieux. Bon. Et il montre cette image, d'accord, Joe? Et il ne fait pas un vide. C'est-à-dire que cette image va être la suite logique de ce qui a commencé le 21 novembre 1962, où là, Kennedy rencontre un fameux James Webb. Pourquoi le télescope spatial s'appelle James Webb? C'est un type qui n'a rien fait. C'est pas un scientifique, il n'a rien découvert, il n'a rien fait. Nada. Mais c'était le directeur de la NASA, à l'époque. Et là, il y a une discussion entre Kennedy et James Webb. Et là, je l'ai traduit en français. Et Kennedy dit les projets qui ne sont pas essentiels au programme lunaire, mais qui contribuent de manière générale à notre prééminence dans l'espace, c'est secondaire. C'est mon sentiment. Et à un autre moment, il dit, oui, tous les trucs comme le cancer et tout ça, c'est vachement bien de travailler là-dessus, etc. Mais moi, c'est pas ça. Là, ce que je veux, c'est un autre truc, c'est que je veux envoyer ma fusée et je veux arriver sur la Lune avant les Roscov. Et donc James Webb lui dit, d'accord monsieur, mais attendez, je peux vous dire un truc, c'est que si je dis juste ça, je vais perdre un important soutien à votre administration. Alors l'autre lui dit, mais qui? Un grand nombre de gens. Qui? Ceux qui pensent.
les scientifiques, quoi. Parce que eux, si vous leur dites juste vous voulez aller plus vite que les Russes sur la Lune, ça va pas le faire. Et il faut qu'ils puissent penser qu'ils vont faire de la recherche. Et alors, donc là, il y a un discours, il y a un dialogue de sourds entre les deux. Et Biden lui dit, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire, moi je veux aller sur la Lune avant les Russes. Et l'autre lui dit, oui, mais les Russes, un, ils ont une plus grosse fusée que nous. Deux, ils sont super en avance. Trois, il faut qu'on ait les meilleurs cerveaux et je ne peux pas les convaincre comme ça. Et donc ça boucle comme ça. Puis le président dit, bon, vous mettrez ça sur une feuille. Il s'en va. Puis il y a une tierce personne qui dit à James Webb, qui lui dit, mais tu vas pas lui dire que tu as déjà commencé à ponctionner un peu dans l'argent de la conquête de la Lune pour faire de la science? Non, non, c'est bon, il n'y a pas besoin de savoir. Donc en fait, toute l'astrophysique qui est descendue de ça vient de ça. Donc c'est pour ça, quelque part, que le monde James Webb est arrivé. Maintenant, je reviens à Joe Biden, parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. En fait, lui, on lui a dit, il y a une image, il dit, voilà, il y a une image, c'est nous qu'on est mieux. Mais sur l'image, moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est que l'idée, c'était de voir la galaxie la plus lointaine de l'univers. Donc l'idée, c'est pas, c'est moi que j'ai mis le pied sur la Lune. L'idée, c'est moi que j'ai vu la galaxie la plus loin que toi. Parce que c'est moi, j'ai les plus gros télescopes, et je suis là, etc. Les Chinois, ils disent, attends, 2 secondes, je vais aller sur la Lune, tu vas... Et bon, voilà. Et donc là, ils disent, non, bah, donc, du coup, on va revenir sur la Lune. Mais d'un point de vue scientifique. Mais ce dont il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'il était face à un cadavre. Et ça la fout super mal, en fait. Et que j'essaie de montrer avec une flèche, donc je vais zoomer dessus. Moi, c'est la première chose qui m'a choqué. En fait, tout le monde cherchait des petits points rouges qui sont des galaxies très lointaines. Et puis moi, je me dis, mince, la pauvre. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est de la lumière diffuse qui est dans ce cercle jaune, qui vient d'étoiles qui se sont fait déchiqueter de leur galaxie mère. C'est-à-dire, c'est des entrailles. En fait, c'est un film gore pour astrophysicien, c'est-à-dire que c'est interdit au moins de 18 ans astrophysicien. Et l'autre, il est devant l'image, c'est nous qu'on est les meilleurs. Donc, bon, donc je zoome encore un peu dessus. Et là-dedans, il y a des petits grumeaux qu'on appelle des amas globulaires, des amas de 1000 étoiles ensemble, etc. Et donc, James Webb a été capable de voir des étoiles individuelles et des grumeaux entre les galaxies, truc qu'on n'avait jamais réussi à faire avant. On savait qu'il y avait la lumière entre les galaxies, mais on ne savait pas trop, on n'avait jamais vu à ce point-là. Et donc maintenant, on a pu mesurer l'âge des étoiles qui sont là. Et donc, par l'autopsie de la lumière, on peut mesurer l'époque, l'âge de ces étoiles, donc l'époque où ça a été arraché des galaxies, et donc dater le crime. Et on sait que le crime a eu lieu il y a 5 milliards d'années. Et qu'est-ce que c'est que ce crime? Là, je vais dire un truc, vous allez me dire, il abuse avec les analogies, mais je peux vous prouver que c'est le terme qui est techniquement employé. Donc en fait, c'est une galaxie qui s'est fait harceler par un gang de galaxies. Je sais, dit comme ça, c'est pas crédible. Mais le papier, il est sorti en 1996, Galaxy Harassment, etc. Je peux rien, voilà. Et je peux vous dire que j'étais à Santa Barbara, 1 parce qu'il fait beau, il y a la plage, et 2 parce qu'il y avait une conférence. Et là, pour la première fois, à l'époque, dans les années 90, le type qui s'appelle Ben Moore. Donc, comme Roger Moore, il montre un film. C'est-à-dire qu'on était tous en train de voir des conférences un peu ennuyeuses, etc. Enfin, scientifiques, intéressant, d'un point de vue scientifique, mais chiant. Et sur ce, lui, il arrive et il dit éteignez les lumières. Oh. Je veux vous montrer un film. Et là, c'était la première fois où on avait un film à l'ordinateur qui vous simulait ce qui se passait dans l'univers. Alors là, on s'est dit voilà, c'est trop génial. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, on voit une galaxie. Alors, à l'époque, c'était pas des films qu'on voit maintenant qui sont super beaux. Et on voit une galaxie qui passe. Il y a un gang de galaxies. Donc, il y a le gang de galaxies qui est là. Et pour nous, en tant que scientifiques, on se dit il y a un coup fourré, quoi. C'est comme vous voyez un gang de. Ceux-là, ils ne sont pas. Il y a un truc. Voilà. Et l'autre, elle arrive, mais naïve. Avec la galaxie naïve. Vous imaginez une galaxie. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de couleur, elle était blanche, mais naïve. D'accord. Une spirale de base. Une spirale SA de base, 10 kg par sec, à peu près. Elle arrive naïve. Et là, elle se fait déchiqueter. Mais alors par des effets de marée, c'est-à-dire qu'en fait la gravité est tellement plus forte par le truc du gang que les étoiles qui sont là sont plus attirées que les autres, donc ça fait comme ça, mais pareil pour l'autre côté. Elle est complètement déchiquetée, il ne reste plus rien. Et il rallume la lumière, il fait alors, c'est juste si les gens sont pas en train de pleurer, donc ils font allô maman. C'est le truc. Et puis il y en a un qui lève la main et qui fait mais la galaxie elle est où? Ah il dit déchiquetée, elle est morte, il n'y a plus. Et il y a des galaxies dans l'univers quand même. Vous pouvez pas
ne pouvait pas toutes les détruire comme ça. Et en fait, la simulation est allée un peu trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il détruisait tout. Mais donc, à la fin, il n'y aurait plus de galaxies dans l'univers. Mais il était tellement fasciné. Ça, c'est ce qu'on appelle... c'est une forme d'illusion narcissique qui marche vachement bien en science. Vous pouvez regarder. Quand les gens font des modèles qui sont super beaux, bon, je n'ai pas dit la théorie des cordes, mais imaginons. Et ben en fait, le meilleur argument pour lequel ils croient, c'est parce que c'est beau. Et donc ça ne peut pas être faux parce que c'est beau. Mais bon, l'univers, lui, il s'en moque, c'est pas son problème de votre... Et donc là, en l'occurrence, c'était beau, mais c'était complètement faux, quoi. Mais n'empêche que ce phénomène-là existe dans des cas où il y a vraiment une grande concentration de galaxies, une qui arrive et qui se fait déglinguer. Et alors là, en fait, c'est une autre des images du James Webb, par hasard, qui se trouve montrer exactement ce qui s'est passé il y a 5 milliards d'années dans le cas du cadavre qu'a vu Joe Biden. Vous voyez ici les deux galaxies spirales, là, à côté de l'hippocampe. Et celle qui est un peu à gauche, là, elle arrive à 3 millions de km/h. Naïve. Et là, il y a le groupe, là, et qui se dit, on va déchiqueter. Et donc, effectivement, ça déchique de tous les côtés. Et l'hippocampe que vous voyez là, alors je dis hippocampe, mais je pousse le vide jusqu'à vous le montrer. Mes collègues, ils ne voyaient pas d'hippocampe. Et moi, je suis désolé, mais moi, ça, c'est un hippocampe. Donc... on est scientifique ou on ne l'est pas. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, j'ai pas besoin de pointer un truc. Je peux vous dire que là où il y a la tête de l'hippocampe, il y a une flambée d'étoiles qui est en train de se faire. Là, il pense. Et qui sont des étoiles en train de naître dans l'espace intergalactique. Donc ça, c'est un truc génial. Ça veut dire que dans l'univers, ce que vous voyez à chaque fois, quand il y a de la mort, il y a de la vie. Quand une étoile explose, elle fait une onde de choc qui donne naissance à des dizaines d'autres étoiles. Quand des galaxies sont déchiquetées comme ça, elles engendrent beaucoup d'autres étoiles et de la lumière un peu partout. Et donc c'est un phénomène qui se produit très couramment dans l'univers. Alors la question maintenant qui se pose, c'est quelle est l'histoire, quelle est la révolution qui a été apportée ces derniers jours par le James Webb? Est-ce qu'avec le James Webb, comme avec Hubble, on va modifier notre récit de l'univers? Et donc je vais maintenant vous faire part d'une découverte qui vient d'être faite et qui tourne autour du fait que les choses tournent, et qui va change pas mal notre conception des choses. Et je pense que c'est quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler jusqu'à présent. Là, ce que je vous montre, c'est la vue du télescope spatial Hubble, qui regarde dans l'ultraviolet ou le visible, donc dans le domaine que vos yeux voient, et là, le cône que vous voyez là, c'est vous êtes là, et puis plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous voyez loin dans le temps. Donc là, il est marqué 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 milliards d'années, 4, il y a 4 milliards d'années, etc., jusqu'à là. Donc les petits points qui sont loin dans le temps. Et voilà l'image d'une galaxie aujourd'hui, et voilà les images que voit Hubble des galaxies dans le passé. Donc en fait, les galaxies commencent ici en étant belles, et elles gagnent en mochitude à mesure que vous remontez le temps. Donc on mesure le degré de mochitude, on appelle ça clumpiness, asymétrie, machin, etc. Mais en fait, c'est quand même des trucs moches, irréguliers, etc. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que quelqu'un est moche intrinsèquement, ou est-ce que la mochitude vient du regard que l'on porte sur la personne? Un débat. On en discutera pendant les 30 minutes qui nous restent, mais en attendant, James Webb, lui, est arrivé et il a regardé l'univers dans l'infrarouge. Et comme la lumière est décalée vers le rouge quand une galaxie est très loin parce qu'elle est étirée par l'expansion de l'univers, en fait, il voit la vraie nature des galaxies telles qu'elles étaient dans le passé, sans déformation. Et voici l'image qui vient tout juste d'être publiée d'une des galaxies, et il y en a plein d'autres. Ce sont de magnifiques galaxies spirales qui dansent comme ça, dès le début de l'histoire de l'univers. Et là, il y a une révolution qui est en train de se faire, c'est qu'on s'aperçoit que les galaxies dansent, elles ont ce mouvement-là, depuis le tout début de l'histoire de l'univers, et que la mochitude des galaxies était une illusion liée au fait qu'on utilisait un télescope qui n'était pas capable de voir ce qui est beau dans l'intérieur de chacun. Et donc la question qui s'est posée, c'est mais pourquoi les galaxies elles tournent? D'un point de vue scientifique, c'est d'où vient le mouvement angulaire des galaxies, etc. Et donc, en fait, c'est comme si vous voyiez un moulin qui flotte dans l'espace et dont les ailes tournent. Donc si les ailes tournent, vous allez vous dire, c'est qu'il y a du vent. Non mais c'est scientifique ce que je dis.
Je m'adresse ici parce que là, il rigole. Si vous avez un moulin, vous voyez des ailes qui tournent, c'est qu'il y a du vent. Eux, ils ont compris. Voilà. Et donc, là, maintenant, vous avez des scientifiques qui sont face à une question. Ils se disent, voilà, il y a des trucs qui tournent. Pourquoi? Bon, vous étudiez un peu la relativité générale, vous comprendrez. Et donc là, la réaction de base du scientifique, c'est de faire quoi? C'est de faire ce que fait tout le monde. Face à une question à laquelle on n'est pas capable de répondre, et là, on va à l'église. Et donc, les scientifiques sont allés à l'église, tout près de Barcelone. L'église s'appelle Torre Girona. D'accord? Là, on est en 2007. Tout ce que je dis est vrai. Hein. Attention, c'est pas de la science-fiction. Maintenant, si vous regardez à l'intérieur de l'église, vous avez l'ordinateur le plus puissant qui a été mis dans une église sacralisée. Et avec cet ordinateur le plus puissant dans une église sacralisée, qu'est-ce qu'il fait l'astrophysicien? Il crée l'univers, comme Dieu, mais un univers virtuel, avec le plus puissant ordinateur. Et là, il se dit, maintenant, je vais recréer l'univers et je vais voir pourquoi les galaxies tournent-elles. D'accord? Alors, il part de quoi? Il part de ce que les mecs ont entendu après avoir enlevé la crotte de pigeon, c'est-à-dire un bruit de fond qui, après avoir été analysé en détail, s'est révélé contenir des grumeaux à haute, moyenne et basse fréquence, qui sont tous les petits germes de ce qui va devenir les structures de l'univers. Donc vous partez de votre soupe avec des petits grains, et il n'y a qu'une seule action à distance, c'est la gravité. Et vous laissez agir. Vous rajoutez un petit peu de matière noire, vous mettez un peu d'énergie noire, ça, bon, peu importe. Vous laissez, et là, vous voyez naître une structuration de l'univers de votre simulation, donc on est beaucoup mieux que ce qu'avait fait Ben Moore, maintenant c'est du truc en couleur et tout, avec des supercalculateurs. Et vous avez ici ce qu'on appelle la toile cosmique de l'univers, qu'on connaissait déjà, on avait déjà vu cette toile cosmique avant cette simulation-là, mais cette simulation-là va ajouter un cran de mieux. C'est qu'elle va voir la matière faite d'atomes classiques à des échelles tout près des galaxies, et elle va s'apercevoir qu'il existe ce qu'on appelle des fleuves cosmiques, des filaments qui nourrissent les galaxies, et qui coulent dedans le vent qui fait tourner le moulin. Ça émerge de la simulation numérique, on voit le vent qui fait tourner le moulin. D'accord? Donc en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est l'équivalent d'un moulin, la galaxie, qui tourne parce qu'il y a l'eau qui coule dedans. C'était l'été dernier à une conférence d'astrophysiciens qui sont tous dans le travail des simulations numériques à l'ordinateur de l'univers, et je leur ai dit, d'après vous, pourquoi les galaxies dansent? Pourquoi elles tournent? Parce qu'avant, on ne faisait pas référence à ça. On avait une autre théorie, c'était que quand il y en a une qui passait à côté de l'autre, elle commençait à la faire tourner, il y avait des tas de trucs. Et ils m'ont tous dit, mais enfin c'est évident, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tout le monde était d'accord. Seul petit problème, et ça c'est un détail, ces filaments on ne les a jamais vus. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans les ordinateurs, on a de grandes chances de penser qu'ils existent, mais on ne les a jamais vus. Et tout le monde est d'accord. Donc je leur ai dit, vous ne sentez pas le malaise? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes tous d'accord sur un truc, en fait, on n'a jamais vu. Bon, ben ça c'est la théorie actuelle. Voilà, bon. Alors, à partir de là, on se rend compte que ces filaments prouvent que toutes les galaxies sont interconnectées comme les neurones dans un cerveau. Et qu'en fait, que de la même manière que les neurones dans un cerveau sont interconnectés par des axones, des dendrites, etc., les galaxies sont interconnectées, et que c'est ça qui va animer la formation d'étoiles dans les galaxies. Donc de la même manière qu'un influx nerveux va créer une pensée et va exciter un neurone, ou va l'inhiber, eh bien les influx qui sont là vont exciter la formation d'étoiles ou vont l'inhiber. Et en fait, une découverte récente sur le cerveau a montré que les excitations n'étaient pas vraiment ce qui dominait dans l'activité de votre cerveau, c'était plutôt l'inhibition, plus ou moins d'inhibition, qui est une découverte qu'on a fait aussi sur les galaxies, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas les flambées d'étoiles qui dominaient, mais c'était aussi plus ou moins d'inhibition. Donc ça montre qu'aujourd'hui, on est face à un scénario de l'univers où tout est interconnecté, c'est-à-dire que vous avez la toile cosmique aux très grandes échelles, les filaments qui nourrissent les galaxies à des échelles un peu plus petites, et puis à l'intérieur même des galaxies, on a découvert ce que j'appellerais des rivières célestes, c'est-à-dire ces filaments-là, dans lesquels naissent des étoiles, des proto-étoiles, et les proto-étoiles naissent dans des rivières qui sont vraiment analogues, si je dézoome sur cette rivière, par exemple au Nil vu du ciel. Vous avez à gauche une de ces rivières célestes avec des étoiles qui naissent dedans. Ça a vraiment la même forme que le Nil, et dans les deux cas, c'est ça qui féconde, qui fertilise le désert, dans le cas cosmique, et l'autre, le désert égyptien. Ça fertilise le désert par l'écoulement de matière qui va donner naissance, dans ce cas-là, le limon qui va féconder le désert, et dans l'autre cas, la naissance de nouvelles étoiles.
Donc ça, c'est un scénario nouveau, un nouveau paradigme, dans lequel l'histoire cosmique de la naissance des étoiles et des galaxies est quelque chose qui est régulé par des fleuves cosmiques, par des rivières célestes, par une interconnexion de tout ça, et qui font danser les galaxies. Alors je parle de danse des galaxies pour une raison, c'est que ça ressemble vraiment à un derviche tourneur vu de dessus, et en réalité, ces bras que vous voyez là, ce sont des vagues, ce sont des ondes qui passent dans le disque de la galaxie, qui engendrent de l'écume et qui engendrent de nouvelles étoiles, comme lorsque vous regardez un ouragan, les ondes de densité provoquent une condensation de la vapeur d'eau en gouttelettes et qui fait la couleur blanche. Et ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est que dans les vagues de l'océan, les spécialistes qui veulent mesurer la fertilité des vagues, la vitalité d'un océan, ils regardent la couleur de l'écume. Si elle est vraiment blanche, il y a beaucoup d'écume, c'est qu'il y a beaucoup de micro-organismes dans l'océan et qu'il est vivant. Dans les galaxies, quand on regarde ces vagues, si elles ont vraiment beaucoup d'écume, elles ont une couleur marquée par la présence de molécules qui sont des molécules complexes à base de carbone et qui naissent dans l'écume des vagues des galaxies. C'est à peu près ce que j'ai représenté ici avec un dessin. Vous voyez une vague avec mélangée par l'intelligence artificielle avec une vraie nébuleuse, une pouponnière d'étoiles où naissent de nouvelles étoiles. Cette image qu'on voit ici du télescope spatial James Webb montre justement ça. C'est-à-dire que les couleurs que vous voyez là sont rayonnées par des molécules complexes qui sont faites d'alignements d'atomes de carbone qui ressemblent aux acides aminés. En d'autres termes, vous êtes en train de voir naître ici, en direct, ou dans la galaxie, la complexité est en train de naître, et c'est dans l'écume des vagues de la galaxie d'ensemble. Donc on peut dire qu'on est né dans l'écume des vagues d'une galaxie qui danse sur elle-même. C'est comme ça que le Soleil est né, et au moment où je vous parle, le Soleil tourne avec la Terre à 800 000 km/h autour du centre de la Voie lactée, et avec les autres étoiles engendre des vagues. Nous, en ce moment, on participe, le système solaire, à la naissance de vagues dans l'océan galactique, dont l'écume engendre de nouvelles étoiles et de nouveaux systèmes solaires. Donc on féconde la galaxie par notre mouvement. Notre mouvement n'est pas neutre dans l'univers. Et c'est exactement ce qui se passe dans les galaxies. Et quand on zoome à l'intérieur, on aboutit à ces magnifiques images de nébuleuses où naissent de nouvelles étoiles dans les cocons de poussière, dont on va voir comment la complexité naît en direct devant nos yeux, dans l'écume. Ça, c'est vraiment un zoom dans l'écume des vagues, des galaxies. Et c'est là-dedans qu'on est né, dans une de ces rivières célestes, né dans ces vagues cosmiques. Donc si je résume, on a ces 6 camemberts. Donc depuis 100 millions d'années-lumière, la toile cosmique, vous avez les fleuves cosmiques qui nourrissent la galaxie, qui les font tourner comme un moulin, à l'intérieur duquel vous avez la danse de la galaxie, donc sur 10 000 années-lumière. Vous regardez sur 1000 années-lumière, vous êtes dans l'écume des vagues de la galaxie, vous rentrez dans l'écume, vous voyez ces nuages moléculaires où naissent les pouponnières d'étoiles, et vous rentrez dedans et vous voyez ces fleuves célestes. Donc comme ça, vous passez, il y a des différences d'échelle de 100 millions. C'est ce que je raconte dans mon bouquin, coup de pub. Et maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est demain. Qu'est-ce que maintenant, quelles vont être les remises en question de notre récit, de nos origines, avec le télescope spatial James Webb? Et là, déjà, on est en train de voir quelque chose d'étrange. Quand on a vu tous les petits points rouges qui sont là, et qui remontent à du lointain passé, on s'est rendu compte que ce sont des galaxies qui ont formé beaucoup trop d'étoiles par rapport à toutes les théories actuelles. Donc au moment où je vous parle, tous les théoriciens sont en train de se demander mais comment l'univers peut-il être si fertile, si tôt dans l'histoire de l'univers? C'est tellement en désaccord avec ce qu'on a pensé jusqu'à présent. Et là, c'est intéressant parce que pour nous, dès que les théories ne fonctionnent pas, ça ouvre la porte à l'imaginaire. Et ce moment où la porte à l'imaginaire est ouverte, c'est là où la science et la fiction doivent se rejoindre. C'est là où on doit être capable d'imaginer l'impossible. C'est là où la Scheherazade qui est en nous doit se réveiller. C'est là où on doit penser 1001 nuits et pas 1 + 1 = 2. Et si vous regardez les articles d'Einstein et autres, c'est par analogie qu'ils ont avancé. L'article de mars 1905 où Einstein a découvert le fait que la lumière était quantifiée, ce qui va devenir des photons, et c'est grâce à ça qu'il a eu le prix Nobel, par rapport à la relativité, c'est sur la base d'analogie. Il raconte une histoire. Il dit voilà, tac, 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 je m'arrête. Et puis voilà, tac, 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 je m'arrête. Oh, tiens, ça se ressemble, et si? Et là, prix Nobel. Il n'est pas du tout dans la vision qu'on peut vous enseigner à l'école du style « apprends tes additions ». Non, 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 il est dans le « et si ». Cette capacité-là de voir à la fois ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est ce qui est symbolisé dans cette image de Sanche,
le conseiller de l'empereur de Chine, en 2600 avant notre ère, dont on dit qu'il était à l'origine de l'invention de l'écriture chinoise. Il avait une paire d'yeux qui regardait vers le ciel, une paire d'yeux qui regardait vers le bas, et si vous avez mal à la tête, si vous pensez que vos yeux n'arrivent plus à focaliser parce que c'est la fin de la conférence et que vous emmerdez pendant tout ce temps, c'est pas ça, c'est juste qu'on a du mal à focaliser parce qu'il a deux paires d'yeux. D'accord? Et la légende raconte qu'à partir du moment où l'être humain a été capable de nommer le monde et de raconter le récit de ses origines, les fantômes se sont mis à pleurer et les dragons se sont tirés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dragons à Nantes. D'accord? Les gens ne vous l'expliquent pas, ça. Mais la raison pour laquelle on ne croit plus aux dragons, etc., c'est parce qu'on est capable de nommer, de reprendre à notre compte, de co-créer le monde, de retrouver ce mundus est fabula, cette fable de l'histoire de l'univers qui doit faire partie intégrante de la science en construction qui s'ajoute à l'édifice scientifique. Et donc, je rappelle cette phrase de Georges Lemaitre, l'univers est une histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer, et chaque génération, c'est nous. Voilà, merci. Merci. En fait, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur les rivières célestes et fleuves cosmiques. Oui. C'est parce que même si on n'a pas vu, on ne les a pas vus, on n'a pas encore de, j'ai pas vu d'illustration. Bah, si ça existe d'après ces travaux, c'est que ça doit sûrement exister, même s'il y a des super amas de galaxies. Enfin, il y a des trucs encore plus vastes dont on n'a même pas vu en fait. Et aussi, je rebondis sur le fait qu'il n'y a plus de dragons et plus de créatures dites fantastiques. C'est parce que c'est un petit peu ce côté terra incognita que ça devient de moins en moins connu à force de progresser, de redécouvrir encore des nouveaux trucs sur l'univers, que la terra incognita devient de plus en plus petite. Oui, c'est une bonne question que vous posez. C'est-à-dire que, vous voyez, si je repousse les limites de ce que j'ai pu explorer, donc je vais considérer que le monde que je connais s'étend et que le monde que je ne connais pas diminue. Et c'est un peu ce qui s'est passé en astronomie. En astronomie, on a exploré l'univers dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, l'ultraviolet, le visible, l'infrarouge, les rayons X, etc. Et on s'est dit, à chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle fenêtre, on a découvert des faces cachées de l'univers. Dans les rayons X, on a trouvé de la matière qui chauffait à des millions de degrés en tombant dans des trous noirs. On a trouvé de la matière intergalactique dans les amas de galaxies qui chauffent à des millions de degrés aussi. Dans l'infrarouge, on a vu les pouponnières d'étoiles, où naissent de nouvelles étoiles. On a même vu naître une Terre autour de son étoile, grâce à l'observatoire ALMA. On a vu dans l'ultraviolet des étoiles massives, etc. à chaque fois. Et maintenant qu'on a vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qu'on a déployé notre regard dans toutes les longueurs d'onde, on pourrait se dire, ça y est, on a fait le bilan. Et une fois qu'on a fait ça, est arrivée la matière noire et l'énergie noire, et on s'est dit, maintenant ce qu'on mesure avec le plus de précision, c'est un autre invisible. Un invisible inaccessible même au télescope, qui fait 95% de ce qu'on voit. Et donc, à chaque fois qu'on avance, on a une meilleure compréhension et une meilleure capacité de nommer ce que j'appellerais la docte ignorance, une ignorance savante, et qui est pour moi ce qui est le plus vital, et qui explique pourquoi c'est important de mêler science et fiction, parce que pour un scientifique, ce qui est fondamental, c'est de savoir nommer ce qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui nous distingue des complotistes, c'est qu'un complotiste, il croit en quelque chose dont il a une certitude, et pour nous, la certitude, c'est l'opposé, le contraire de la connaissance. On pourrait croire que le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Mais le contraire de la connaissance, pour nous, c'est la certitude. Parce que l'ignorance, c'est une forme de connaissance. C'est la capacité de nommer ce qu'on ne sait pas. Et donc, cette terra incognita, finalement, elle survit à nos investigations. Elle survivra toujours. Et c'est ça qui est important pour moi. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour revenir à la notion de limite, parce que oui. je comprends bien qu'en gros, il y a une limite dans le temps. On ne peut pas voir au-delà du Big Bang, donc au-delà de 13 milliards d'années. Ma question, c'est du coup, comment ça se traduit en limite dans l'espace? Parce que j'ai du mal à concevoir ça à titre personnel. C'est-à-dire que si je vois une galaxie à 13 milliards d'années, est-ce que je dois comprendre que de cette galaxie-là, on voit également dans toutes les directions à 13 milliards d'années? Et du coup, pourquoi moi je ne vois pas à 14 milliards d'années? Enfin, c'est un problème de... Alors, deux petits points par rapport à ça. Le premier, c'est que lorsqu'on reçoit la lumière d'une galaxie très lointaine, qui a voyagé pendant 13 milliards d'années,
l'univers pendant ce temps-là s'est étendu. Donc les galaxies les plus lointaines sont à aujourd'hui 45 milliards d'années-lumière de nous. Mais la question reste, et d'accord, mais au-delà de 45 milliards d'années. Alors ensuite, il y a une étrange coïncidence, c'est que si vous mesurez la somme des angles d'un triangle sur une feuille, ça fait 180 degrés. Si vous la mesurez sur une sphère, ça ne fait pas 180 degrés. Or, lorsqu'on fait des triangles dans l'univers, et on peut le faire, on mesure des distances qu'on connaît, on sait la distance entre deux points, on regarde des angles, on s'aperçoit que l'univers semble être plat comme une feuille, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas de courbure globale de l'univers. Alors, soit c'est que l'univers est né exactement plat, alors que tout courbe l'univers. Notre présence courbe l'espace-temps. Donc Einstein a montré que l'espace-temps était courbé. Pourquoi globalement l'univers est-il parfaitement plat? Soit c'est un hasard dingue, soit, et cette deuxième option est celle qui est privilégiée par les scientifiques, soit lorsque je prends un mètre et que je mesure le rayon de la Terre dans mon jardin, j'arrive pas à voir la courbure de la Terre dans mon jardin, c'est trop petit. Dans cette hypothèse-là, l'univers qu'on voit et qui nous semble plat n'est qu'un petit morceau de l'ensemble de l'univers qui ne doit pas être plat globalement, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il le soit. Et donc, il est comme mon jardin par rapport à la Terre. Et donc, ça nous permet de dire que l'univers est beaucoup, beaucoup plus grand que l'horizon qu'on voit. Vous allez me dire, ok. Et au-delà? Et au-delà, arrive la question, mais peut-on s'étendre dans l'infini? Oui. De même que la surface d'un ballon peut gonfler, etc. Peut-on supposer qu'il est préférentiel que l'univers soit infini ou qu'il soit est-il différent de là, etc. Là, les scientifiques appliquent ce qu'on appelle le principe copernicien, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a pas de raison particulière qu'on occupe une place particulière. Sauf que depuis 6,5 milliards d'années, l'univers s'étend de plus en plus vite. Et donc là, de nouveau, on est confronté à quelque chose. Soit il faut invoquer une nouvelle forme d'énergie, soit c'est un effet du fait que l'univers n'est pas si irrégulier que croit, il est peut-être un peu irrégulier, il nous donne cette impression d'accélération. Donc il y a différents types d'illusions qui sont associées à ça. Et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que finalement, les hypothèses coperniciennes ne s'appliquent pas. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on peut avancer un peu, on peut voir un peu au-delà de la limite de l'observable, parce qu'on peut dire que ça ne peut pas être autrement que, etc. Mais on cherche la signature ultime. Et une des investigations qui va être faite dans les années à venir, c'est qu'au moment du Big Bang, il y a eu des ondes gravitationnelles qui ont été faites, des distorsions de l'espace-temps, qui ont dû laisser leurs traces dans ce fond diffus cosmologique. Et ça, on va essayer de le mesurer prochainement avec une expérience. Lorsque vous parliez des rivières, des filins qui lient les galaxies entre elles, on a une explication sur le fait que ces filins existent sous cette forme, parce que normalement on ne décide pas, une vague elle va dans tous les sens. Alors, ces filaments-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un peu comme le croisement de plein de bulles, et puis il y a ces petits ponts qui se font naturellement, c'est-à-dire que là où il y a de la matière, ça attire, et puis ça crée de la même manière qu'il y a des grandes bulles de vide dans l'espace qui font la toile cosmique, de la même manière vont naître ces filaments, et en fait la matière refroidit, en fait tous ces processus-là, ce que je raconte dans mon précédent livre, mais c'est par le rayonnement de la lumière, c'est la lumière qui cisèle tout ça. Et en refroidissant, ils se concentrent, et ils sont attirés, quand il y a une galaxie qui est là, une autre qui est là, puis les autres sont plus loin, ils vont être attirés un peu plus par là, et puis il y a ces puits de gravité qui sont la matière noire, et ça fait ces petites veines. C'est exactement un peu comme, on pourrait se demander, mais pourquoi y a-t-il des fleuves sur Terre? Pourquoi l'eau ne coule-t-elle pas par des espèces de grandes vagues? Pourquoi ça se fait par des fleuves? Alors on va dire, il y a eu de l'érosion, ça a creusé, ça suit le lit de la matière noire, dans nos théories, érode l'espace, crée le lit des rivières dans lesquelles coule la matière normale. Donc c'est comme ça que ça se fait, ça creuse l'espace-temps par de la matière noire et ça fait le lit des rivières. Puis après, il y a quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour. Je vais peut-être dire des bêtises. En gros, j'avais vu que quand une étoile s'approche d'un trou noir, son gaz ou son énergie du coup se fait comme aspirer, peut créer une sorte de traînée aussi. Et du coup, en voyant ces rivières-là, de rivières célestes,
je me demandais si, éventuellement, ça pouvait être ce gaz d'étoiles mortes qui finalement se finit par errer au milieu de toutes ces petites étoiles créées par sa mort. C'est très imagé, mais du coup être comme emprisonné dans ce flux et du coup se retrouver à errer justement dans cette matière. Alors, en fait, pour celles qui sont dans les galaxies, là, pour le coup, on les voit. Et donc, ce que vous dites, c'est tout à fait possible. Hein, ça peut être une forte attraction voilà, ce qu'on appelle des effets de marée. En fait, là, il se trouve que si vous prenez votre cuillère dans votre tasse de café, vous la passez comme ça, vous allez voir des petits tourbillons qui se font. Et ces petites instabilités, scientifiquement, on appelle ça l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Enfin, c'est la turbulence. Comme les avions, en fait, qui font de la turbulence, pareil. Et donc, lorsque l'onde passe dans le disque de la galaxie, elle fait cette turbulence. Et donc, ça fait des chocs qui se propagent et qui engendrent ces rivières. En fait, ces rivières naissent en fait, du passage des avions, du passage des bras comme ça, et de cette turbulence qui est là, et qui est aussi entretenue par quelques explosions d'étoiles. Mais c'est vraiment le coup de la cuillère, et puis qui se propage des grandes aux petites échelles, et ça fait ces rivières. Le truc, c'est que quand on parle justement de l'univers observable, voilà, comme étant une limite, une frontière, voilà, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas regarder dans différentes directions déjà s'il n'y a pas des choses qui se passent différemment, si ça, par exemple l'accélération de l'univers, si elle évolue un petit peu dans une direction par rapport, c'est pas exactement la même, c'est plus rapide dans un sens ou dans l'autre. Ou alors, si on peut mesurer à deux endroits suffisamment distants pour trouver de l'infime différence. Bien sûr, vous avez raison. En fait, ce que vous dites est correct. Alors, oui, et c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a un satellite qui s'appelle le CLIP qui va être lancé peut-être l'été prochain avec une Falcon 9 de SpaceX parce que Ariane est en retard et ils préfèrent lancer des projets commerciaux. Et du coup, c'est SpaceX qui va lancer un programme scientifique. Et donc, ce projet, justement, c'est de regarder la plus grande partie possible de l'univers pour avoir une vision la plus complète, pour voir, comme vous le dites, si c'est différent dans différentes directions, voire dans différentes époques. Par exemple, ça a pu accélérer, ralentir, ça a pu faire des trucs et tout ça. Donc, pour l'instant, tous les tests semblent montrer que c'est plus ou moins la même chose, mais avec des petits écarts. Et c'est... Enfin, ce que vous dites est correct. Il faut vraiment s'assurer de ça. Ça demande de faire des grands projets, et c'est ce qui est en train d'être essayé de faire. Donc c'est... Oui, il faut faire ça, oui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut espérer du télescope James Webb, et vous, personnellement, qu'est-ce que vous espérez au mieux d'Histopath Webb de James Webb? Oui. Alors, donc il y a deux grands axes qui sont vraiment potentiellement révolutionnaires. Donc, il y en a plusieurs, il y en a plein. Mais alors, par exemple, dans l'exploration des exoplanètes, on connaît aujourd'hui environ 5000 planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Et on est capable, avec le James Webb, de mesurer la présence de molécules. L'eau, le méthane, l'ammoniac, le monoxyde de carbone, des molécules, l'oxyde de soufre, etc. Qui permettent de faire des diagnostics sur la possibilité que les planètes soient viables, alors habitables, c'est-à-dire certaines pourraient être avec éventuellement de l'eau liquide à leur surface, éventuellement différentes conditions de température, pression, d'acidité, etc. On commence à établir ces diagnostics, pour l'instant sur des planètes un peu extrêmes. Je sais que j'ai un collègue qui dit qu'on est seul dans l'univers parce qu'on n'a rien vu, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, s'il y avait de la vie sur toutes les planètes potentiellement habitables, je ne dis pas sur certaines, hein, je dis sur toutes. On estime qu'il y a environ 10 milliards de terres dans notre galaxie, il y a environ 200 milliards de galaxies dans l'univers observable, donc ça fait un paquet. S'il y en avait sur toutes, on ne le saurait pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour voir s'il y a de la vie sur ces planètes. Donc le fait qu'on ne sache pas encore s'il y a de la vie ailleurs, ça prouve rien. Mais avec le James Webb, on fait des diagnostics. Et donc parmi ces diagnostics, on va peut-être voir des surprises de choses autour d'autres planètes pour voir s'il y a des conditions intéressantes, si on commence à voir des signatures. À un moment donné, on avait parlé de phosphine sur Vénus, on va voir de la phosphine sur notre planète. Mais c'est compliqué, donc c'est une étape. L'autre chose qui m'intéresse particulièrement, c'est que nous, on a découvert ce que j'appelle des galaxies dinosaures. C'est un des trucs, c'est le truc sur lequel nous on travaille. On a découvert des espèces de galaxies énormes, monstrueuses, qui étaient là très tôt dans l'histoire de l'univers, qui n'auraient pas dû être là. Et elles étaient complètement enfouies dans la poussière, on ne les voyait pas, et qui vont très bien avec le fait de ce que voit maintenant James Webb, qui est des
l'univers est beaucoup trop fécond. Et donc ça prouve que il se passe des choses qu'on ne comprend pas, et c'est possible que par ce biais-là, on puisse, par exemple, remettre en question certaines idées sur la matière noire, certaines idées sur la naissance d'étoiles et des galaxies, si les modèles commencent à vraiment plus coller. Donc ce qui me plairait le plus, ça serait que ce qu'on voit ne colle pas avec ce qu'on attend. Et vraiment. Alors là, je serais super content. Ça fait partie des choses. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Bonjour. Auriez-vous déjà pensé à l'utilité d'une des particules les plus omniprésentes de l'univers, le neutrino? Alors, j'y pense jour et nuit, mais est-ce que vous voulez dire en tant qu'outil pour explorer l'univers, ou vous voulez dire en tant que composante qui participe à la structuration de l'univers, ou est-ce que vous voulez dire comme composante de la matière noire, ou est-ce que... Non, composante de l'univers sans aller au-delà. D'accord, parce qu'en fait, le neutrino, on sait qu'il a une petite masse. Parce que en fait, il change de sexe pendant qu'il vient du Soleil. Bon, en deux mots. Et donc il participe à la matière noire, à cette masse invisible, bon, même si ce n'est pas la composante dominante. Et donc ça peut jouer un rôle, par exemple, si vous mettez des neutrinos selon leur masse exacte, avec une modification de la gravité, vous pouvez expliquer pas mal de choses sans invoquer de la matière noire. Donc ça voudrait dire qu'on a une théorie alternative à celle d'Einstein. Après, les neutrinos sont aussi utilisés pour observer l'univers, pour aller voir au-delà de ce qu'on peut voir avec la lumière, parce que les neutrinos passent à travers. Donc on peut aller voir au-delà des limites de l'horizon cosmologique grâce aux neutrinos. Et donc il y a des gens qui espèrent qu'avec les neutrinos, on fera même mieux qu'avec les ondes gravitationnelles. Enfin, les neutrinos sont une source de propagation d'énergie au moment d'explosion des supernovae qui est fondamentale. Il y a une énorme quantité d'énergie qui sort des neutrinos, et dont l'impact sur la soupe du milieu interstellaire dans les galaxies n'est pas très bien traité. Voilà. Donc, il y a de bonnes raisons de ne pas lâcher le neutrino. Est-ce que la théorie de Big Bang, c'est une connaissance ou une certitude? Et en quoi ces découvertes, les récentes découvertes, confirment en fait la théorie du Big Bang? Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas de théorie du Big Bang, en fait. Donc, en fait, si on avait une théorie du Big Bang, on aurait une théorie qui dirait pourquoi l'univers a commencé comme il a commencé. Donc, on peut reformuler ça autrement. On peut se dire, l'idée que l'univers était en expansion, que cette expansion a commencé il y a 13,8 milliards d'années, et qu'à l'époque, c'était une espèce de plasma très très chaud, etc., on peut dire ça, c'est le scénario du Big Bang. Alors, est-ce qu'on a des confirmations de ça? Je dirais que oui, et les images qu'on voit avec le James Webb, par exemple, le prouvent, avec d'autres télescopes, c'est que plus vous regardez loin, en distance, plus l'univers, et moins l'univers est peuplé. Il y a de moins en moins de galaxies, elles sont de plus en plus petites. Donc ça veut dire que si l'univers était éternel et inchangeant, disons, et s'il n'y a pas d'histoire, il faudrait expliquer pourquoi, quand je regarde loin, je vois des galaxies petites et j'en vois moins. Ça veut dire comme si les étoiles n'étaient pas encore formées. Et quand je mesure la quantité de matière qu'il y a dans ces galaxies, c'est principalement du gaz diffus, avec peu d'étoiles. Or, on sait que ce gaz, c'est lui qui va se transformer en étoile au cours du temps. On le voit se transformer en étoile au cours du temps. C'est pas l'argument qui est généralement mis en avant, mais c'est celui qui me parle le plus parce qu'on le voit à l'œil nu. C'est comme si je vous montrais des photos d'un bébé, d'un adolescent et d'un adulte, et quelqu'un se disait, mais qu'est-ce qui prouve qu'il a vieilli? Bah, quand même, il n'avait pas la même tête. Hein. Il était quand même un peu plus petit, puis il n'avait pas le bide qu'il a maintenant. Et donc, c'est pas pour tout le monde, mais ça va. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors après, il y a d'autres arguments. Par contre, c'est pas une théorie, donc ça veut dire que les portes sont ouvertes sur beaucoup de choses. On a vu dans l'histoire de l'astrophysique, on est toujours entre une alternance entre des théoriciens qui vont proposer en tout cas des modèles et une certaine observation. L'observation, donc, elle va confirmer ou alors infirmer les théories. Quand elle va infirmer, elle va pouvoir, comme vous l'avez dit, en tout cas donner de nouvelles matières à moudre pour les théoriciens qui vont proposer d'autres modèles, etc. Donc on est toujours dans une alternance comme ça. Actuellement, on est confronté à des grosses interrogations, comme vous avez dit, matière noire, énergie noire, qu'est-ce que c'est, multivers, est-ce qu'il y en a, etc. Et donc, ils vont nécessiter des investissements, des matériels de plus en plus performants, de plus en plus grands,
que ce soit en télescope pour l'observation de l'infiniment loin, ou les accélérateurs de particules pour l'infiniment petit. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à une limite technologique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas construire d'instruments suffisamment poussés et qui nous permettront pas de résoudre certaines questions parce que justement on n'a pas les moyens technologiques humains pour aller creuser plus loin? C'est possible. Par exemple, le LHC qui était censé plonger dans les entrailles de la matière pour voir les particules de matière noire, pourquoi cette option a été choisie? C'est parce qu'on imaginait l'existence de particules qui émergeaient d'une théorie, la théorie des cordes, qui permettait de concilier la théorie de la relativité d'Einstein avec l'infiniment petit, la mécanique quantique. Et dans cette vision-là, parce que dans la mécanique quantique comme dans la théorie d'Einstein, quand on va dans l'infiniment petit, l'énergie devient infinie. D'où l'expression « un point c'est tout ». Et donc, pour résoudre ça, les cordistes ont dit « il n'y a pas de point. Un point c'est tout ». Et donc, c'est des petites cordes. Mais le prix à payer, c'est que pour appliquer cette vision des petites cordes aux particules de matière qu'on connaît, il faut invoquer une théorie qui s'appelle la supersymétrie et qui fait appel à des nouvelles particules, dont le neutralino et d'autres. Et on n'a rien vu pour l'instant au LHC. Ce qui fait que je me rappelle une conférence où deux grands spécialistes de la physique des particules parlaient. Le premier qui a dit « Je suis déprimé, la théorie est morte et je ne sais pas comment on va faire, et je ne verrai pas la réponse de mon vivant, on n'aura pas la technologie pour... » Et celui qui a parlé après, qui a dit « La théorie des cordes, c'est la théorie, on n'a rien vu, mais c'est pas grave, on verra demain, moi j'y crois. » Bon, ils sont allés à l'église, mais c'est un vœu pieux. Et donc, aujourd'hui, c'est tout à fait possible que pour la question de la matière noire, il est possible qu'il existe une particule, peut-être pas, mais peut-être qu'elle existe, et qui est au-delà des technologies qu'on est capable de réaliser, et qu'on ne pourra peut-être pas réaliser avant des siècles, et peut-être qu'on ne pourra jamais réaliser. C'est vrai, c'est possible. Donc, il est impossible de... Mais comme il est impossible de dire c'est impossible, eh ben, il faut viser le plus loin possible. Se dire qu'on peut tout aborder et puis avancer. Il y a des gens se sont demandé pourquoi Einstein a réussi à avancer si vite et si bien. Et donc Thibaut Damour, qui a écrit un bouquin sur Einstein, expliquait, il faisait référence à Emmanuel Kant, il disait, mais dans la vision d'Einstein, quand il voit une explication possible de quelque chose, ben, ça devient réel. Il ne cherche pas le réel, il cherche ce qui va être efficacement capable d'expliquer ce qu'on voit. Et puis c'est tout. Et après, on peut aller plus loin. Donc, beaucoup de scientifiques ont abandonné l'idée de décrire la réalité. Ils savent d'avance que ça ne sera jamais accessible. Par contre, ils essayent de définir une théorie qui va le mieux possible coller à la réalité. J'avais un collègue, Josip, qui est un cosmologiste, il me racontait, un jour, il avait donné une conférence sur une théorie qui expliquait des trucs qu'on avait vus, et je vais le voir, je dis « Ah, c'est trop génial, t'as la théorie, etc. » Il fait « Non, je t'arrête, c'est une théorie. » Je dis « Bah oui, mais ça explique. » Non, il faut prouver, et qu'elle est bonne pour l'instant. Les théories, pour lui, c'est comme les petits bonshommes qu'on voyait à Noël, en plastique, vous les jetez sur une vitre, ils collent un certain temps, ils redescendent comme ça. Et donc les bonnes théories, elles collent un peu plus longtemps que les autres. Puis après, il dit voilà, il faut voir combien de temps il va coller. Est-ce qu'il y a des théories de ce qui s'est passé avant, enfin, de ce qu'il a pu avoir? Oui, c'est une très bonne question. Il y a des théories de ce qui s'est passé avant, il y en a plusieurs. Par exemple, dans la théorie dont je parlais, qui s'appelle la théorie où il y avait plein d'univers, du multivers, de celle d'André Lindé, l'univers est infini, puis il a plein de petits Big Bang partout. C'en est une. Donc ça veut dire qu'avant, c'était, on appelle ça un verre de champagne avec des bulles. Il y en a d'autres qui disent que l'univers a rebondi, comme ça. Alors, c'est pas facile à expliquer, mais d'autres disent que les univers peuvent surgir. Si maintenant, pour ceux qui ont vu le film Interstellar, dedans il y a un grand trou noir qui s'appelle Gargantua, puis à un moment donné, ils vont dedans, et puis, alors donc ils disent, à ce moment-là, il est en contact avec sa fille, mais dans la théorie actuelle, il est possible qu'un trou noir soit vraiment un trou dans l'espace-temps. Et même dans certaines théories, qu'on puisse avoir une émergence d'univers à partir d'un trou noir. Que l'univers soit né d'un trou noir, ou que vous rebondissez, vous surgissez ailleurs. En fait, il est difficile d'imaginer un truc dingue qui ne soit pas publié par un scientifique.
En fait, je peux même vous mettre au défi d'un truc. Ça pourrait le faire, ça. C'est-à-dire que je pense qu'il sera plus dur que vous imaginiez une théorie dingue qui soit pas réaliste qu'une théorie dingue, qu'une théorie... Vous avez compris l'autre truc, quoi. Ça, il a dit. Ça, moi, je vous dis ça. Alors, c'est vous dire. Bonjour, moi c'est pour revenir un peu sur par rapport aux différentes théories dont vous avez parlé vite fait. Si j'ai cru comprendre que la théorie des cordes, vous n'étiez pas trop pour, on va dire, enfin pas trop convaincu. Et du coup, enfin, sur quel poulain vous auriez tendance à mettre une pièce parmi toutes ces théories qu'il y a aujourd'hui? Alors, ce que j'ai pas aimé dans la théorie des cordes, c'est qu'elle a été un peu survendue, dans le sens où on disait que c'était vraiment la théorie qui explique tout, et ce qui s'est passé concrètement, c'est que la quasi-totalité des théoriciens sont mis à travailler dessus, parce qu'elle était mathématiquement possible à déployer, et c'est peut-être la théorie ultime, mais le problème, c'est que si on met tous nos œufs dans le même sac, ça va, il va vous dire. Voilà. Alors après, les théories alternatives, aujourd'hui, les deux grandes, celle-là qui dit que un point c'est tout, je m'en débarrasse avec la corde, l'autre qui dit non, l'espace est granulaire, c'est la théorie de la gravitation quantique à boucle, voilà, ces deux, ils ne sont pas aboutis non plus. Je pense que j'aime bien les théories comme celles qui disent que la gravité est une propriété émergente de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais mesuré la gravité dans l'infiniment petit. Peut-être qu'elle n'existe pas. Et donc, certains disent que c'est une propriété presque thermodynamique. Voilà. Donc, il y a des idées comme ça qui circulent, qui sont intéressantes, qui sont vraiment révolutionnaires. Pour l'instant, moi, ce que j'aime, c'est l'idée qu'on ait une question ouverte, qui soit une tension qui nous guide pour avancer. C'est un peu comme dans le film des frères Cohen, où ce type doit écrire une histoire, un scénario d'une pièce de théâtre, et puis il n'a pas du tout d'imagination, et il va dans un hôtel piteux, et puis il n'a toujours pas d'imagination, et son voisin de palier lui dit écoute, j'ai une boîte là, est-ce que tu peux me la garder? Je dois partir en mission pendant 2 jours et je reviens. Bon, il garde la boîte, et puis il lit le journal, il y a marqué qu'il y a un type, il y a une femme qui a disparu. Enfin non, on a trouvé le corps d'une femme et il manque la tête. Et la boîte a la taille de la tête d'une tête. À partir du moment où il y a une boîte qui contient un mystère insondable, qui pourrait être une tête ou pas, et que tout est possible, son imaginaire est déployé. Et je crains le jour où on saura ce que c'est que la matière noire. Parce qu'on a rouvert la boîte. Et il faudra trouver une autre boîte. Et donc, pour moi, c'est fondamental cette idée de nommer la question ouverte, cette docte ignorance, parce que c'est là où on est capable de créer autre chose. Donc là, par exemple, on se dit, tiens, on aimerait bien savoir ce que c'est que la matière noire. Alors qu'on fait des expériences pour ça. Et au passage, on découvre tout un tas de choses qu'on n'avait pas imaginées, et qui changent complètement le présent en remontant dans le passé. Et donc, je pense que c'est vraiment l'idée, c'est vraiment cette idée-là, pour moi, il n'y a pas besoin de parier sur une théorie. Il faut garder la tension ouverte, il faut garder la plaie béante, il faut que ça nous empêche de dormir, il faut avoir mal, il faut... Moi, je dis à mes étudiants, comment ça va? S'ils me disent ça va bien, je dis, merde, vous n'êtes pas stressé, etc. S'ils ne sont pas stressés, ça ne va pas. Il faut être un minimum tendu, stressé, aller vers quelque chose. Faut pas... Moi, des fois, il y a des gens, je le vois. Une fois, j'étais au supermarché, il y avait un couple qui était heureux. Chérie. Vous pouvez pas savoir comment ça m'a énervé. Je suis sorti de là, j'ai mis des jours à m'en remettre. Je supporte pas. Alors, voilà. Non, il faut garder le... Parce que c'était tellement faux. Je sais pas, peut-être c'était vrai, mais bon. Si, c'est des vrais. Ça se trouve, c'était vrai. Non, c'était un vrai couple qui peut-être c'était des vrais. Je sais, j'en ai déjà vu un dans un film. Eh ben, merci.
Merci beaucoup.